Donc aujourd'hui, la question que je vais essayer d'aborder avec vous et de vous présenter de la manière la plus synthétique possible, c'est ce que les météorites nous apprennent sur les conditions de formation des planètes telluriques, et en particulier la Terre, puisque c'est celle qu'a priori nous connaissons le mieux. Avant d'aborder vraiment cette question, je vais essayer de remettre quelques échelles en place, des échelles de temps, des échelles de masse, des échelles de distance, de manière à ce que nous soyons tous à peu près familiers avec la structure du système solaire, de manière à mieux comprendre lorsque je parlerai de la provenance des astéroïdes, de la localisation ou de la nature de certains objets. Donc commençons donc avec quelques échelles, alors quelques images un peu triviales, mais qui ont le mérite de vraiment marquer les esprits. Donc vous avez ici une série de billes, à peu près à l'échelle, où vous voyez donc le Soleil, puis donc qui est la masse principale du système solaire. Si on veut raisonner en termes de masse, le Soleil, c'est 2000 milliards de milliards de milliards de kilogrammes. C'est pas mal. À côté de ça, Jupiter est déjà ridiculement petite, sauf que bon, Jupiter, comme vous le savez, c'est déjà 100 fois la Terre en termes de rayon. Et puis suit Saturne, les Uranus, Neptune. Et puis vous voyez sur cette illustration, la Terre, déjà on a du mal à la voir, et puis alors Pluton on la voit plus du tout. Alors Pluton on la voit plus du tout, puisque Pluton n'est plus une planète. Donc ça c'est une autre illustration issu d'un livre pour enfants, très bien fait, dont je ne ferai pas la publicité, et donc qui met en parallèle les dimensions des planètes avec des fruits. Donc si la Terre était une tomate cerise, alors Neptune serait un citron vert, Saturne un pamplemousse, etc. Et le Soleil ferait 4 mètres de hauteur. Donc ça, c'est pour les échelles les tailles des planètes et la distribution des masses. Donc vous voyez que la masse principale du système solaire est quand même concentrée essentiellement sur le Soleil et évidemment un peu sur les autres planètes, dont Jupiter et Saturne. Alors si maintenant on essaye de remettre un peu ça dans le contexte du système solaire lui-même, voilà à peu près à quoi ressemble le système solaire. Donc vous avez sur cette figure les orbites des 4 premières planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et puis vous avez une première ceinture d'astéroïdes, dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Et cette partie-là représente une toute petite distance, une toute petite partie de ce qu'on appelle le système solaire. D'accord ? Donc, quand on parle distance, ici, on ne va pas parler de kilomètres, parce que ça ferait des chiffres avec beaucoup de zéros, des nombres avec beaucoup de zéros. Donc, on va plutôt parler en termes d'unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est la distance qui sépare le Soleil de la Terre. C'est 150 millions de kilomètres. Donc, la Terre est à une unité astronomique du Soleil. Mars est à 1,5. La ceinture d'astéroïdes entre 2 et 3. Jupiter à 5. Neptune à 30, Pluton était à 40. Donc ça définit ce qu'on pourrait imaginer être le système solaire. Mais le système solaire est beaucoup plus vaste, puisque au-delà de Neptune, on a une ceinture qu'on appelle la ceinture de Kuiper, qui contient énormément d'astéroïdes et d'astres essentiellement glacés, dont Pluton, auquel Pluton a été rattaché. Pluton n'est plus une planète, Pluton est une planète naine, en partie parce que depuis, on a découvert beaucoup d'objets qui étaient plus massifs que Pluton dans la même zone et que, voilà, il a été décidé, c'est pas encore complètement fixé, mais il a été décidé que plutôt que de rajouter des planètes ad libitum, on allait plutôt limiter les planètes et donc exclure la pauvre Pluton. Et puis encore au-delà, on a un nuage qu'on appelle le nuage de Oort, d'où on pense que certaines comètes proviennent, et qui va s'étendre jusqu'à à peu près 100 000 unités astronomiques, donc 100 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Et la limite de ce nuage de Oort est définie comme étant la limite d'influence du Soleil. Donc c'est une frontière gravitationnelle au-delà de laquelle le Soleil ne va plus vraiment exercer de force de gravitation. Donc voilà ce que c'est que notre système solaire, et vous voyez que ça s'étend bien au-delà de Mars ou bien au-delà de Jupiter.
et on compte la recherche et les observations astronomiques vont sans cesse plus loin, explorer donc les objets transneptuniens, c'est-à-dire au-delà de Neptune, comme encore une fois Pluton, Eris, etc. Alors si maintenant on s'intéresse au temps, c'est intéressant aussi de comparer la vision du temps qu'on peut avoir nous sur Terre et la vision du temps qu'on peut avoir ou qu'on peut essayer d'adopter lorsqu'on s'intéresse au cycle de la matière à l'échelle du système solaire ou plutôt à l'échelle de notre galaxie. Donc ici vous avez ce qu'on représenté ce qu'on appelle le cycle interstellaire de la matière qui vous décrit à peu près la vie et la mort d'une étoile et des systèmes planétaires qui gravitent autour. Donc, bon, comme c'est un cercle, c'est un peu difficile, il n'y a pas de point de départ, mais on pourrait imaginer partir de ce qu'on appelle le nuage moléculaire diffus, qui est un nuage qui contient de la poussière solide et puis des gaz. Et puis sous des effets de souffle, a priori des explosions de supernovas plus ou moins distantes, eh bien, petit à petit, ce nuage moléculaire va se densifier pour obtenir ce qu'on appelle le nuage moléculaire dense. Et puis cette fois-ci, là, la gravitation va commencer à faire effet et on va avoir un effondrement de ce nuage sur lui-même. Et pour conserver la quantité d'énergie accumulée dans ce disque, eh bien, on va avoir une mise en rotation progressive de ce disque. Et donc on va parler à ce moment-là d'un disque protoplanétaire au sein duquel un soleil ou une étoile va s'individualiser, va s'allumer progressivement, et autour de cette étoile vont commencer à se former ou à s'accréter des solides qui vont petit à petit s'agréger pour donner un système planétaire. Et puis la fin d'un système planétaire, eh bien, ça dépend un peu de la nature du Soleil, de l'étoile centrale, mais la fin d'un système planétaire, c'est généralement la vaporisation complète de cette matière. On va la vaporiser, l'éjecter de nouveau dans le milieu interstellaire pour former un nouveau nuage moléculaire, et ainsi de suite. On va recycler. Nous, évidemment, sur Terre, on a une vision plus linéaire, puisque notre planète, elle, va avoir une évolution dont on va reparler un peu tout à l'heure, qui est plus linéaire et plus en accord avec la conception du temps qu'on peut avoir, au moins dans les pays occidentaux actuellement. Alors, maintenant que j'ai un peu resitué les échelles de temps, d'espace, je vais introduire rapidement les différentes classes de météorites sur lesquelles je vais articuler ma présentation, sachant que je reviendrai un peu plus en détail sur les différentes classes de météorites et leurs propriétés particulières au fur et à mesure de cet exposé. Donc, très simplement, on va séparer les météorites en deux grandes catégories, celles qu'on va appeler les indifférenciées. Donc, ce sont les chondrites qui représentent 86% de ce qu'on échantillonne classiquement sur Terre. Et elles sont indifférenciées parce qu'elles sont extrêmement hétérogènes, même à l'échelle de quelques centimètres ou de quelques millimètres cubes. Je reviendrai encore là-dessus parce que c'est une propriété absolument centrale et fondamentale de ces objets. En face, on a des météorites qui vont être donc différenciées, en opposition à indifférenciées, qu'on va catégoriser, qu'on va classer en différents genres. Donc nous avons les météorites de fer, dont nous avons des très beaux spécimens à l'exposition. Ce qu'on appelle des météorites, des achondrites, qui sont en fait des météorites rocheuses, qui ressemblent, hormis la croûte de fusion noire que vous voyez sur cette image, qui peuvent parfois ressembler beaucoup à des roches terrestres, ce qui les rend un peu délicates à identifier, au moins visuellement au premier abord. Et puis on a des météorites mixtes qui sont peut-être graphiquement les plus marquantes, comme ces palasites qui sont représentés ici, et donc qui sont un mélange souvent mécanique de métal fondu et de beaux minéraux centimétriques, transparents, d'une qualité quasiment gemme. Donc c'est des objets qui sont extrêmement marquants et très très beaux. Toutes ces météorites, toutes ces différentes sortes de météorites sont essentiellement issues de cette ceinture d'astéroïdes qui se retrouve bloquée ou stabilisée entre Jupiter et Mars à une distance ou une position où on aurait pu s'attendre à trouver une planète.
Ça ne s'est pas fait. On pourra éventuellement discuter de ça un peu plus tard. Et donc ces astéroïdes, ce sont des corps qui sont, au-delà de cette représentation d'artistes, ce sont des corps que l'on commence à explorer. Vous avez sans doute entendu parler de la mission Dawn il y a quelques années, qui a fait énormément de très très belles images et également des analyses chimiques extrêmement importantes d'un astéroïde qu'on appelle l'astéroïde Vesta, celui-ci. Itokawa, qui est un astéroïde contenant des silicates, donc rocheux, a été lui aussi photographié, exploré par une sonde japonaise il y a quelques années, Hayabusa, qui devait ramener des échantillons et qui finalement, la mission a moyennement marché, mais malgré tout, on a réussi à récupérer quelques poussières de cet astéroïde qui sont revenus sur Terre et qui ont été analysées dans les laboratoires, en particulier quelques laboratoires français. Et puis vous avez d'autres astéroïdes comme Lutetia qui sont des astéroïdes a priori plus carbonés. Vous avez d'autres astéroïdes qui sont métalliques. D'accord ? Donc on commence à avoir petit à petit une description assez poussée et assez fine de ces astéroïdes et de l'interrelation qu'il peut y avoir entre certaines classes de météorites et certains types d'astéroïdes. Donc cette espèce de lien de parenté, ce lien génétique entre astéroïdes et météorites qui sont récupérés sur Terre devient de plus en plus précis au fur et à mesure que la recherche avance. Alors, ce ne sont pas les seuls météorites que l'on collecte sur Terre, il y a aussi des météorites provenant de la Lune. Donc on a à peu près environ 200, et ce sont des roches qui ont été éjectées de la Lune suite à des impacts. Donc les impacts sur la Lune, on les voit bien, ce sont des cratères, et donc suite à des impacts plus ou moins violents, il y a eu éjection de matière lunaire qui parfois retombe sur Terre. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ça, il faut des impacts qui sont relativement énergétiques. Si on imaginait, puisqu'il faut atteindre une certaine vitesse, la vitesse de libération, une vitesse critique, pour que cette roche échappe à l'attraction de la planète et donc s'éloigne continuellement de cette planète. Nous avons également des météorites martiennes qui sont extrêmement importantes puisque ce sont, à l'heure actuelle, les seuls échantillons physiques de cette planète que nous avons en laboratoire. Il y a de plus en plus d'observations satellitaires de Mars, de plus en plus de missions au sol, des petits robots qui font des analyses chimiques et minéralogiques de plus en plus précises. Mais tout cela ne remplace pas encore, en termes de précision et de détail et de résolution, ce que l'on peut faire en laboratoire sur Terre, sur ces objets. Alors s'il existe des météorites martiennes et des météorites lunaires, il faut aussi se dire qu'il existe sur ces planètes des météorites terrestres. Et donc si on voulait avoir une idée du type d'impact nécessaire ou du type d'énergie nécessaire pour arracher des morceaux de terre et les envoyer sur les autres planètes, eh bien, la vitesse de libération, c'est 11 km/s. Donc il faudrait que l'impact soit suffisamment violent pour qu'on puisse éjecter des roches à une vitesse de 11 km/s pour pouvoir s'affranchir donc de l'attraction terrestre et pouvoir aller ensemencer les autres planètes ou notre satellite, la Lune. Alors, tout ce que je vous ai présenté, c'est, on va dire, des choses un petit peu générales que vous avez peut-être déjà entendues pour celles et ceux qui ont assisté aux conférences précédentes. Et ce que vous avez pu voir aussi au cours des conférences précédentes, c'est que ces météorites sont fascinantes en tant qu'objets. Elles ont fasciné au cours des temps. Vous avez vu défiler le couteau de Toutankhamon, vous avez vu des représentations qu'on peut trouver à toutes les époques de l'humanité. Ce sont aussi des objets qui sont source d'inquiétude. On peut imaginer la disparition des dinosaures, ce qui s'est passé à Tcheliabinsk il n'y a pas si longtemps que ça, avec des dégâts extrêmement importants et éventuellement des blessés. Vous avez vu passer la fameuse voiture qui a été perforée de part en part par une météorite à Peekskill. Et puis finalement, il y a tout l'imaginaire véhiculé avec des romans, une littérature et puis des œuvres cinématographiques plus ou moins heureuses associées à ces météorites. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous éloigner un petit peu de cette fascination qu'on peut éprouver tous pour l'objet en tant que tel et essayer de transformer cet objet en un outil scientifique et voir ce que ces météorites, au-delà de leur aspect, de leur beauté,
ce qu'elles nous apprennent sur le système solaire et sur la formation de nos planètes telluriques. Et donc j'aborde maintenant la question qui nous réunit aujourd'hui. Alors évidemment, il y a l'apport des météorites à la compréhension du système Terre ou des premiers instants de la planète Terre est énorme. Il est énorme et il n'était pas question d'être exhaustif, donc j'ai fait un choix complètement subjectif de différents aspects. Donc j'ai décidé d'axer ma présentation sur des notions d'âge, de composition et de briques élémentaires, puisque ces météorites nous servent à établir des modèles de composition de la Terre et des modèles de formation de la Terre jusqu'à la composition interne, jusqu'au noyau terrestre. Et donc ce sont les différents aspects que je vais aborder aujourd'hui. Et donc je vais commencer avec donc la détermination de l'âge du système solaire, donc l'espèce de temps zéro à partir duquel nous avons commencé à former les solides qui sont les précurseurs de la Terre, et puis aussi la composition du système solaire, parce que cette composition, elle dépend grandement d'une météorite que nous avons au muséum, qui est exposée en ce moment, et qui s'appelle Orgueil, et qui est une météorite absolument unique, qui a eu une importance déterminante sur la compréhension du système solaire actuel. Donc l'âge du système solaire, comment est-ce que l'on a daté le système solaire, ou plutôt les premiers solides formés dans le système solaire? Eh bien pour ça, on s'est intéressé essentiellement à un type de météorite dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et que je vais détailler un peu plus, qui sont les chondrites. D'accord ? Donc les chondrites, vous avez une autre illustration ici, et vous voyez l'aspect fortement hétérogène, au moins en termes morphologiques, de cette météorite. Alors si on voulait faire une analogie, bon, les analogies c'est toujours un peu glissant, mais si on voulait faire une analogie avec des roches que l'on peut retrouver sur Terre, eh bien en fait ces chondrites ce sont des conglomérats. Donc ce que vous voyez ici, c'est une roche complètement terrestre. C'est un conglomérat qu'on va trouver essentiellement au niveau de zones sédimentaires, dans des anciens lits de rivières. Et donc vous voyez que ces roches sont constituées de galets d'origine extrêmement diverses, qui sont arrondis par l'action de l'eau et qui sont cimentés par des argiles, par du sable et par une recristallisation de silice. D'accord ? Eh bien, quelque part, ces chondrites, ce sont un peu les pendants extraterrestres de ces objets. Alors, il n'est pas question de comparaison de vos paraisons. Il n'est pas question de comparer les formes. La raison pour laquelle vous voyez sur les chondrites des objets sphériques, que l'on appelle des chondres, ça ne résulte pas d'une érosion ou d'une altération, mais bien des conditions un peu particulières de formation de ces objets que je vais détailler tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle on parle de météorites indifférenciées, c'est parce que ces météorites sont en fait des amalgames, le fruit de l'agglomération d'objets de nature extrêmement différente. Donc à l'échelle de quelques millimètres, on va trouver des silicates, des minéraux de la roche. On va aussi trouver du métal, on va trouver de la matière organique, on va trouver, dont certains pensent que ça a été des précurseurs de la vie sur Terre, on va trouver des sulfures, bref, on peut trouver absolument tout et n'importe quoi réuni sur des distances de quelques microns, quelques millièmes, quelques centièmes de millimètres. Et c'est en cela qu'elles sont indifférenciées. Alors, si on s'intéresse à la datation du système solaire ou des premiers solides, on va s'intéresser à deux types d'objets bien particuliers qui sont, à mon sens, les plus importants des constituants de ces chondrites, qui sont les inclusions réfractaires. Alors vous voyez les inclusions réfractaires un peu ici, vous voyez des zones blanches un peu cotonneuses. Et puis les chondres. Donc les chondres, ce sont les petites sphères de silicates que vous voyez déjà ici et qu'on voit bien mieux sur cette représentation ici. Donc vous avez des inclusions réfractaires qui peuvent être parfois centimétriques. La raison pour laquelle on appelle ça des inclusions réfractaires, c'est parce qu'elles sont constituées de minéraux qui sont réfractaires, à la manière des briques qu'on peut utiliser pour fabriquer les cheminées. Ce sont des minéraux qui vont tenir, qui vont résister jusqu'à des très très hautes températures. Et si on inverse ce raisonnement, eh bien s'ils tiennent, ils sont stables à très haute température, c'est aussi parce qu'ils se sont formés à très haute température. Et en ce sens, ce sont des objets qui sont extrêmement intéressants pour nous parce que, de par leur composition chimique, de par leur
propriétés réfractaires, on sait qu'ils se sont formés très tôt dans le système au moment de l'effondrement gravitationnel du nuage et dans la partie la plus centrale ou la plus proche du Soleil. D'accord ? Et donc ce sont des objets qui sont les plus primitifs parce que c'est ceux qui sont les premiers à s'être formés à partir de cette poussière essentiellement vaporisée en périphérie du Soleil naissant. Les deuxièmes classes d'objets extrêmement importantes pour nous et pour comprendre les premiers instants ou la formation de ces premiers solides, ce sont les chondres. Alors ces chondres, ce sont des objets sphériques, comme je le disais. Ils sont sphériques parce qu'en fait, il faut imaginer qu'à un moment de leur histoire, ils ont été essentiellement fondus et des gouttelettes en absence de pesanteur, c'est des objets qui sont parfaitement sphériques. Donc il faut imaginer des petites gouttes de liquide, des petites gouttes de magma, qui ont été fondus. Alors là, il y a encore beaucoup de questions sur les origines réelles, précises de ces objets. C'est un champ de recherche extrêmement actif et extrêmement passionné. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous observez ici, ce sont des minéraux qui vont avoir des formes, des morphologies très différentes, ce qui nous laisse penser que le régime thermique, l'histoire thermique de ces objets peut être très variable. On peut aller très vite, refroidir très vite ou refroidir très lentement les objets, ce qui va donner des formes de barreaux, comme vous voyez ici, ou des formes plus classiques de minéraux, comme vous voyez sur cette image. Et puis on trouve systématiquement associé à ces minéraux une phase vitreuse, un verre qui a une composition qui est finalement pas très différente du verre à vitre, du verre qu'on fabrique industriellement, et qui nous fait comprendre que ces objets sont passés par une étape de très haute température et une étape de fusion, au moins partielle, pour former ces liquides. D'accord ? Puis les refroidir suffisamment vite pour préserver, encore une fois, ce verre. Alors la datation de ces objets se fait, c'est peut-être un transparent un tout petit peu technique, mais il faut surtout ne pas vous inquiéter, cette équation elle est juste là pour vous montrer le type d'éléments chimiques que l'on utilise. Donc la datation de ces objets est réalisée en utilisant des principes de la physique nucléaire, en particulier la décroissance radioactive, la transmutation d'éléments, ici par exemple l'uranium, qui, suite à une série de désintégrations, va se transmuter en plomb. D'accord ? Et donc ce sont des pans de la physique qui sont extrêmement bien établis. Les périodes de demi-vie, c'est-à-dire la période après laquelle la moitié de la quantité d'éléments pairs s'est transformée en éléments fils, ce sont des données qui sont sans cesse raffinées par la physique nucléaire. Et donc nous, géologues ou cosmochimistes, nous ne faisons qu'utiliser cette physique extrêmement robuste qui a des applications dans la vie de tous les jours pour dater les objets à travers cette constante qui est la constante de désintégration. Donc comme nous, on s'intéresse ici au moins à des temps longs, on va utiliser des éléments pairs et fils qui vont avoir des temps caractéristiques de désintégration, des temps de demi-vie extrêmement longs. Et donc c'est pour ça qu'on utilise l'uranium 235-238 qui, à la suite d'une cascade de désintégration, va donner de plomb 207 et 206. Donc cette équation, elle n'a aucun intérêt pour nous aujourd'hui, si ce n'est que vous voyez que si on est capable de mesurer précisément les différentes proportions relatives de ce plomb, 207, 204, 206, moyennant la connaissance de ces constantes de la physique nucléaire, on est capable d'exprimer le temps ou de retrouver le temps, c'est-à-dire le temps, l'époque à laquelle on a formé ces premiers objets. Lorsqu'on fait des mesures, ça c'est un exemple de mesure qui a été réalisé, donc vous voyez les différentes proportions relatives de plomb, eh bien on obtient pour différents objets des points qui s'alignent sur une droite, avec un alignement qui est absolument exceptionnel. Les barres d'erreur sont comprises dans les points. Et donc on a une résolution extrêmement précise de l'âge que l'on va pouvoir tirer de ce type de mesure. Et l'âge, c'est 4568 millions d'années ou 4 milliards, 568 millions d'années. Cet âge est déterminé sur les inclusions réfractaires, ces espèces d'objets un peu floconneux, cotonneux, blancs dont nous avons parlé tout à l'heure. Si maintenant on s'intéresse aux chondres, eh bien, et qu'on utilise les mêmes techniques, voilà à peu près le déroulé des événements que l'on peut retracer. Vous avez ici
Donc ces inclusions réfractaires, qui en anglais se nomment CAI. Donc vous avez l'âge, là, ici, qui dans les barres d'erreur est à 4,568 millions. Et puis vous voyez que les âges déterminés pour les chondres, cette fois-ci, s'étalent sur environ 3 millions d'années. Et ça nous permet de trouver une séquence d'enchaînement, un enchaînement entre la formation des premiers solides par condensation, ces éléments réfractaires de haute température, qui définissent à quelque chose près le temps zéro du système solaire. Et puis, au bout de 3 millions d'années, on sait qu'on a déjà des chondres, donc des liquides, des minéraux qui se forment et qui vont ensuite s'accréter, s'agglomérer pour former nos météorites, que l'on appelle des chondrites. Donc, premier élément important que les météorites nous ont apporté, déterminer un âge robuste pour le début du système solaire, et les constituants des chondrites ont en gros 4,6 milliards d'années. Si maintenant je m'intéresse à la composition globale du système solaire, vous vous souvenez, le Soleil c'est 2000 milliards de kilogrammes, donc c'est la masse principale du système solaire. La question étant, quelle est la composition globale de ce Soleil? Et la réponse a été donnée, ou en tout cas, il y a eu des mesures qui ont été faites, des mesures astronomiques, mais ce qui est totalement remarquable et qui nous permet d'avoir une meilleure idée de la composition globale du système solaire, c'est la découverte, en France, dans le Tarn-et-Garonne, une météorite absolument prodigieuse, dont on a 14 kilos, maintenant plutôt 11, et qui s'appelle la météorite d'Orgueil, qui est donc exposée en ce moment, vous pouvez aller la voir. C'est une météorite qui est un physique plutôt ingrat, elle est noire, on ne voit pas grand-chose. Donc par rapport à la beauté graphique que certaines météorites de fer ou que les palasites peuvent présenter, celle-là n'a finalement pas grand-chose pour nous émerveiller. Mais sa beauté est plutôt dans sa composition et dans sa richesse scientifique, dans la richesse des informations scientifiques qu'elle nous a apportées. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est la composition de la météorite d'Orgueil pour tous les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev, comparé à ce que nous connaissons actuellement de la composition de la photosphère, donc de la zone périphérique du Soleil, telle qu'elle est mesurée par des instruments de manière complètement indépendante. Et ce qui est absolument remarquable, c'est qu'hormis quelques éléments volatiles, quelques gaz, comme l'azote, le carbone, ici le lithium, qui est un élément qui s'évapore très facilement, nous avons une correspondance absolument parfaite entre la composition actuelle du Soleil et la composition de cette météorite. Cette météorite a la composition du Soleil. Analyser précisément Orgueil, c'est analyser la composition du système solaire, c'est nous donner une image globale de la composition de notre système solaire. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument prodigieux quand on y réfléchit, puisque cet échantillon, c'est 14 kilos. Et ces 14 kilos nous permettent de définir la composition globale du Soleil et du système solaire. Alors, ça nous donne un petit peu une idée du point de départ. D'accord ? On a un temps zéro. On sait qu'on a formé ces premiers solides, ces chondres, en 3 millions d'années à peu près. Et on connaît globalement la composition du système solaire global. Maintenant, ce qui va nous intéresser pour essayer d'aller un peu plus loin dans la formation des planètes, on va aller un petit peu plus loin, on va se déplacer dans le temps a priori, et on va s'intéresser à la différenciation des corps planétaires, c'est-à-dire le passage progressif de ces objets indifférenciés qui contiennent une mixture extrêmement intime de métal, de sulfure, de matière organique, de silicate, donc de matière rocheuse. Comment est-ce qu'à partir de ce mélange à très petite échelle, on va finir par obtenir des corps planétaires qui sont triés, qui vont acquérir petit à petit une structure concentrique. Alors pour cela, ça c'est ce qu'on appelle la différenciation, donc c'est l'ensemble des processus qui vont présider à la structuration interne d'une planète. Il faut deux choses. Il faut a priori du temps, et puis il faut une source de chaleur. En effet, si on veut séparer un métal d'un silicate, c'est un procédé de métallurgie classique, qui sont connus depuis l'âge de fer, peut-être même avant. Ce qu'il faut à un moment ou à un autre, c'est chauffer suffisamment le minerai pour fondre une partie du minerai. Soit on fond la partie rocheuse, soit on fond la partie métallique, mais si on veut séparer ces deux constituants, il va falloir fondre. Donc il va falloir chauffer. Alors on connaît depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, les sources de chaleur qui ont précédé
à cette différenciation sur ces objets, c'est encore une fois la décroissance radioactive, mais cette fois-ci la décroissance radioactive de périodes de courte durée, de courte période, et donc qui vont libérer une quantité d'énergie relativement importante sur une période de temps relativement courte. Et donc c'est le cas par exemple de l'aluminium 26 ou du nickel ou du fer 60, pardon, qui en se dégradant en magnésium ou en fer, ou en nickel, pardon, je vais y arriver, vont libérer des quantités de chaleur extrêmement importantes et suffisantes pour faire fondre, au moins partiellement, ces premiers corps parents, ces premiers agglomérats de roches. Alors ces objets, ces premiers corps différenciés contenant à la fois une phase ou un noyau métallique et puis un manteau ou des couches superficielles rocheuses, eh bien, on les échantillonne aussi à travers les météorites. Ce sont les météorites différenciées dont j'ai parlé tout à l'heure et que je vous représente ici. Donc là, c'est un photomontage. Donc vous avez la surface de Vesta. On imagine qu'on est capable de creuser ou de couper un quartier de Vesta et de regarder un peu ce qu'il y a dedans. Et donc, au cœur de Vesta, il y a un noyau métallique qui va donner ces météorites de fer que vous voyez ici, qui sont des objets extrêmement beaux et qui contiennent essentiellement du fer, un peu de nickel, on trouve un peu de soufre, on trouve un peu des autres éléments, tous les éléments qui aiment être dans la phase métallique, qu'on appelle des éléments sidérophiles, ils aiment le fer métallique. Et puis, à côté de ça, on a de la croûte, le manteau, qui, ce sont les achondrites, c'est-à-dire ces météorites pierreuses que l'on va échantillonner par ailleurs. Et donc on a à la fois d'un côté des morceaux de noyau et puis de l'autre côté des morceaux de manteau de ces premiers corps différenciés, donc de ces premiers embryons de planètes, on appelle ça aussi des planétésimaux, lorsqu'ils atteignent une taille suffisante. Quand ils ont des petites tailles, on continue à les appeler des corps parents ou éventuellement des astéroïdes. Et puis vous avez le cas des météorites mixtes. Alors les météorites mixtes, encore aujourd'hui, des palasites, on a tendance à imaginer, on aimerait imaginer qu'on est à l'interface entre le noyau et le manteau, c'est-à-dire juste à cette limite-là, entre le noyau de fer liquide et puis de silicate. En fait, a priori, ça c'est un fantasme, c'est un rêve pour le minéralogiste. En fait, c'est plus probablement un mélange mécanique, puisque ça va de soi, si on récupère ces météorites métalliques, c'est qu'à un moment donné, cet astéroïde a été détruit, puisqu'on a excavé une partie de son intérieur. Et donc, il y a eu des collisions, et suite à des collisions, on a broyé, cassé, fracturé ce corps, et on récupère des morceaux de noyau, des morceaux de manteau. Et bien, donc, ces météorites intermédiaires, ces mixtes-là, ce sont des mélanges mécaniques avec du métal fondu d'un côté et du silicate de l'autre qui se sont mélangés parce que, suite à des échauffements importants, on a plus ou moins tout fondu. Alors nous allons maintenant, je vous propose d'essayer de dater ces objets, en particulier de dater le moment précis à partir duquel on a formé ces noyaux. Pour continuer notre chronologie, donc on forme des CAI, on forme ensuite des chondres, et puis donc on a envie de trouver une chronologie bien linéaire et qui nous permette de comprendre comment est-ce que petit à petit on va arriver aux planètes telluriques, c'est-à-dire à la Terre, Mars, Mercure ou Vénus. Alors nous avons encore un moyen chimique de dater cela, c'est encore en utilisant des isotopes ou des éléments radiogéniques, mais cette fois-ci on va être un tout petit peu plus rusé encore, on va s'intéresser à un couple père-fils qui vont avoir des propriétés chimiques extrêmement différentes. Donc c'est l'hafnium et le tungstène, qui sont des éléments pas forcément très courants dans la vie de tous les jours. L'hafnium 182 va se transmuter en tungstène 182 avec une période de demi-vie d'environ 9 millions d'années. Et ce qui est intéressant, c'est que l'hafnium, lui, ce qu'il aime, c'est être dans la partie silicatée, la partie oxyde. Donc il va être dans la partie rocheuse de l'astéroïde. À l'inverse, le tungstène, lui, ce qu'il aime, donc on va parler de lithophile, aimant la roche. Le tungstène, lui, ce qu'il aime, c'est être dans la partie métallique. Il aime être sous forme métallique, il aime se retrouver dans le noyau. Donc on va dire que c'est un élément sidérophile. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces éléments qui vont avoir des affinités très différentes pour les différents matériaux qui vont coexister dans cet astéroïde, mais qui vont en même temps se transmuter au cours du temps d'hafnium en tungstène, on va pouvoir dater le moment
à partir duquel le noyau s'est formé. Parce que simplement, si on échantillonne, mettons qu'on échantillonne un morceau de manteau et que l'on trouve beaucoup de tungstène 182, ça veut dire que ce manteau s'est formé à un moment où il y avait beaucoup d'hafnium 182. Et donc que la dégradation, que la transmutation de l'hafnium avait à peine commencé. Vous comprenez le principe ? Ça peut nécessiter un petit peu de digestion. Mais c'est quelque chose qui marche assez bien et qui est finalement assez intuitif. Alors si on date de cette manière l'épisode de formation du noyau, là c'est un énorme choc qui est arrivé dans la communauté il y a une petite dizaine d'années. Eh bien, ce que vous voyez, c'est qu'en fait ces noyaux planétaires, ces noyaux métalliques, se sont formés quasiment en même temps que nos inclusions réfractaires. Alors ces données ont été un petit peu raffinées depuis. Ce que l'on sait, c'est que de gros astéroïdes, déjà différenciés, donc qui avaient déjà des propriétés telles que celles qu'on va voir ou mesurer actuellement sur la Terre, avec un noyau et un manteau, eh bien, ils existaient très tôt dans l'histoire du système solaire, 1 à 2 millions d'années après le début de la formation du système solaire. Ce qui fait que cette chronologie si confortable qu'on avait envie de voir et qu'on voyait encore il y a une dizaine d'années, si je m'étais tenu ici devant vous il y a 10 ans, je vous aurais probablement décrit une chronologie assez linéaire avec l'accrétion des premiers solides, la formation des corps parents de ces chondrites là, qui nous fascinent tant, puis petit à petit leur différenciation pour former des objets plus massifs mais possédant un noyau métallique pour finir par la formation des planètes. En fait, on n'est pas du tout dans ce type de fonctionnement. La genèse du système solaire est beaucoup plus turbulente et on sait maintenant que, alors qu'on formait d'un côté ces petites gouttelettes de silicate dans certains environnements, eh bien on était déjà en train de former des noyaux planétaires dans une autre zone. Donc il faut vraiment imaginer qu'on a une jeunesse extrêmement turbulente de notre système solaire et pas du tout un long fleuve tranquille comme on aurait pu vouloir le voir ou vouloir l'imaginer. Alors pour finir cette partie sur la formation planétaire et sur le timing, sur l'enchaînement temporel des différentes étapes conduisant à la formation de la Terre, je vous ai représenté ici une figure assez classique. Alors on la représente soit sous la forme d'une ammonite, soit ici en 3D sous la forme d'un ruban et d'une hélice. Vous avez ici la formation du système solaire à 4 milliards 500 millions d'années et quelques, et puis vous avez ensuite l'apparition de la vie, l'évolution de la vie jusqu'à l'homme, on a l'orogénèse alpine là, et puis jusqu'à l'homme qui est la partie extrêmement finale. Alors si on voit ça comme ça, on se dit que finalement la formation d'une planète c'est quelque chose qui se fait sur le temps long, qui est extrêmement progressif et que il s'en passe des choses avant d'arriver à une planète habitable. En fait, on peut voir les choses de manière un petit peu différente. C'est une autre figure, une autre frise chronologique. Vous avez ici, en gros, ce qui s'est passé depuis la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années, jusqu'à l'évolution de l'homme, jusqu'à l'apparition de l'homme moderne. Et puis ici, vous avez les premiers instants du système solaire, 4 milliards 570 millions d'années, et c'est la même échelle, d'accord ? C'est exactement la même échelle. Ce que vous voyez, c'est qu'entre le moment où on fabrique les tout premiers solides autour du Soleil, jusqu'à la formation d'une planète qui est a priori habitable, avec une atmosphère, avec des océans, il se passe à peu près la même durée. Donc en fait, la formation d'une planète habitable, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Extrêmement rapide, à l'échelle des temps géologiques. D'accord ? Ensuite, il y a le temps long qui est l'évolution de la planète, l'acquisition d'une vie organisée, etc. Ça, c'est une autre question. Mais la formation de ces planètes, la formation de Mars, de Vénus, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Alors maintenant, je vais aborder la deuxième partie de cet exposé, qui sera peut-être un petit peu plus rapide, c'est la recherche des briques élémentaires de la Terre. Parce que ces météorites, elles ont un autre intérêt, c'est que, en tout cas au moins pour les chondrites, ce sont des objets qui sont extrêmement anciens et qui contiennent en leur sein toutes les briques, tous les constituants qui se sont finalement agglomérés pour former notre planète. Et donc il est tentant, un peu à la manière peut-être d'alchimistes modernes, d'essayer de trouver une recette simple qui nous permettrait de comprendre de quoi finalement la Terre est-elle faite.
Alors pourquoi est-ce que c'est important d'aller regarder un peu ce qui se passe dans le ciel? Pourquoi est-ce que c'est important d'étudier les météorites? C'est parce que quelque chose qu'on oublie un petit peu, c'est que finalement, on connaît beaucoup moins bien l'intérieur de notre planète que peut-être Mars actuellement. Il est strictement impossible d'aller au-delà de faire des forages au-delà de 10-12 km de profondeur, ce qui fait que l'énorme majorité de notre globe reste complètement inaccessible à l'analyse chimique. Donc quelque part, si je voulais pousser cet argument jusqu'au bout, on pourrait dire que finalement la composition de la Terre, on la connaît pas, on ne peut pas la mesurer. D'accord ? Par contre, ce que l'on sait, à travers ce que je vous ai expliqué tout à l'heure et à travers l'étude de ces météorites différenciées, c'est que la Terre, elle est différenciée, elle possède un noyau, on sait même que ce noyau a deux couches, une couche fondue, une couche cristallisée, solide, et puis on a un manteau et puis une croûte qui est agitée par la tectonique des plaques, et on sait qu'au point de départ, on avait ces objets, donc ça c'est une autre représentation d'une chondrite, où vous voyez ici les chondres, ces billes, et puis du métal qui apparaît ici cette fois-ci en blanc. Donc que s'est-il passé entre ce matériau complètement hétérogène, jusqu'à la formation de cette planète qu'on connaît, ou qu'on pense connaître, et que finalement on connaît assez mal, mis à part la fine pellicule qu'on appelle la croûte. Eh bien, pour déterminer une composition globale de la Terre, on va devoir croiser les informations. On a des informations de type géophysique, c'est la sismologie qui nous permet de voir les différentes couches. C'est comme ça qu'on sait qu'on a un noyau qui est essentiellement constitué de fer et de nickel, qu'une partie de ce noyau est fondue, qu'une autre partie de ce noyau est solide. On sait également qu'on a au-dessus de ce noyau une couche relativement épaisse qu'on appelle le manteau, qui est constitué de minéraux de silicates et d'oxyde. Ça, c'est la mesure géophysique qui nous permet de déterminer des volumes de ces différentes strates, de ces différentes couches, et puis des densités, c'est-à-dire qu'on va être capable de faire la distinction entre un métal et de la roche, par exemple. Mais on peut difficilement aller plus loin que ça. Ensuite, on a des échantillons quand même de la profondeur. Même si on n'est pas capable de creuser très profond, on est capable d'utiliser des pipelines naturels que sont les volcans. Donc ce que vous avez ici, ce sont des inclusions de ce qu'on appelle des péridotites, donc c'est de manteau. Le manteau, quand il est froid, il est vert. Il est constitué d'un minéral qu'on appelle l'olivine, qui tire son nom de la couleur de ce minéral. Et donc en étudiant précisément la composition chimique de ces inclusions qui sont arrachées au manteau lorsqu'on a des explosions volcaniques relativement violentes, eh bien, on peut avoir une idée de la composition du manteau terrestre. Et donc vous voyez que tout l'enjeu ici, si on veut avoir une composition globale de la Terre, si on veut savoir de quoi la Terre est-elle faite, eh bien, c'est d'essayer d'avoir un point de départ. Si on a un point de départ, si on connaît à peu près la composition du manteau terrestre et qu'on connaît à peu près les volumes que l'on a de métal, etc., grâce à la sismologie, alors, en moulinant tout ça, on peut finir par avoir un modèle assez précis de la composition de la Terre. Et donc, tout l'enjeu ici est de savoir de quoi la Terre est-elle issue, quelles sont les briques élémentaires de notre planète. Donc pour étudier ça, il faut qu'on trouve des empreintes digitales, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable, en analysant la Terre actuelle, qui est le fruit de 4,5 milliards d'années d'évolution, et d'essayer de trouver des vestiges de ce qui l'a construit au départ, de ces briques élémentaires qui se sont agglomérées pour former cette planète. Et ça, ce n'est pas évident parce que la chimie classique, elle a été complètement remodelée, ne serait-ce que parce qu'on a formé un noyau et un manteau, et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des éléments qui vont avoir tendance à rester dans le silicate, dans le manteau oxydé, et puis d'autres qui vont avoir tendance à se retrouver sous la forme d'un alliage métallique. Donc ce que nous utilisons, c'est ce que nous appelons des isotopes. Alors cette fois-ci, contrairement aux radiogéniques dont j'ai parlé tout à l'heure pour dater, ici on va s'intéresser aux isotopes stables, c'est-à-dire des éléments, donc là je vous ai remis la structure de l'atome, vous savez sans doute que donc, un atome est constitué d'un cortège électronique et puis d'un noyau. Et ce noyau, il est constitué de protons et de neutrons. Les isotopes d'un élément donné, ce sont des atomes qui vont avoir les mêmes propriétés chimiques parce qu'ils ont le même nombre d'électrons et le même nombre de protons. Donc la chimie va être la même. Les réactions chimiques, tout le comportement de l'atome
va être le même, sauf que cet atome il va être un tout petit peu plus lourd ou un tout petit peu moins lourd parce qu'il va posséder un neutron supplémentaire, 2 neutrons supplémentaires. D'accord ? Et donc si on est capable de mesurer précisément les proportions relatives de ces isotopes, on va être capable d'aller identifier un réservoir donné. Parce que cette signature, elle est indépendante de la chimie. C'est vraiment une empreinte digitale, une information génétique qui va nous permettre justement de tracer ce lien génétique entre les briques élémentaires, ces chondrites, ou quelque chose qui ressemblerait à ces chondrites, et la composition de la Terre. Donc, je vais vous présenter quelques exemples. Les 2 ou 3 prochains transparents sont un tout petit peu techniques. Encore une fois, tout ce qui est important ici que vous reteniez, c'est regarder les différences et les similitudes que vous allez voir entre la composition de la Terre et la composition des différentes chondrites que l'on peut mesurer. Donc le premier, historiquement, le premier système isotopique à avoir été étudié, c'est l'oxygène, parce que l'oxygène est présent partout, c'est quand même l'élément majeur de la plupart des roches. Et donc si je regarde la composition isotopique de l'oxygène, qui est représentée sur ces 2 axes, vous avez ici la composition moyenne des océans terrestres. Toutes les roches terrestres, tous les gaz terrestres, tous les fluides terrestres, tout ce qui contient de l'oxygène sur Terre, a une composition qui s'aligne sur cette droite-là. Sans exception, à part l'ozone, et ça c'est un autre problème. C'est la seule exception. Tous les échantillons naturels terrestres s'alignent sur cette ligne. Si maintenant je regarde la composition isotopique de l'ensemble des matériaux qui pourraient être des précurseurs, des chondrites carbonés, différentes classes, donc je n'ai pas détaillé les classes, les différentes familles de chondrites parce que je vous encourage à aller les voir à l'exposition. Mais vous voyez qu'en fait, aucune ne se superpose à cette ligne, sauf une famille qu'on appelle les chondrites à enstatite, qui est ici, une espèce de cercle d'ellipse jaune. Donc, si je m'intéresse à l'empreinte digitale de l'oxygène, eh bien, j'ai envie de dire que la Terre ressemble fortement à une chondrite à enstatite. Si je pousse ça, et qu'au lieu d'aller regarder non pas l'empreinte digitale de l'oxygène, mais l'empreinte digitale du titane, du chrome, du calcium, je peux multiplier comme ça mon analyse à l'infini, eh bien, vous voyez, oui, là, vous devez pouvoir voir à peu près les choses. Vous voyez que la Terre, qui est cette fois-ci représentée par ce trait-là, eh bien, elle n'est comparable, encore une fois, qu'aux chondrites à enstatite. Toutes les autres météorites, toutes les autres chondrites ordinaires, carbonées, mais aussi toutes les roches ou toutes les météorites qu'on appelle achondrites, qui sont ici, et puis les autres planètes, Mars par exemple, ou les roches issues des astéroïdes, aucune ne correspond à la signature, à l'empreinte digitale de la Terre, sauf les chondrites à enstatite. C'est vrai pour le chrome, c'est vrai pour le nickel, c'est vrai pour le titane, c'est vrai pour le calcium. Et à chaque fois qu'on regarde un système isotopique qui nous donne cette empreinte digitale, on retombe systématiquement sur cette chondrite à enstatite. Est-ce que c'est la fin de l'histoire ? Est-ce qu'on a résolu ? Est-ce qu'on a notre recette ? Finalement, la Terre, c'est une chondrite à enstatite qui a fondu et dont on aurait séparé finalement la phase métallique du constituant rocheux. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que ici, je parle des isotopes, mais après, il faut essayer de voir quand même un petit peu la composition chimique et la comparer à ce qu'on sait de la Terre, c'est-à-dire aux roches que les géologues retrouvent autour des volcans, ces xénolithes et ces péridotites. Alors, ce qui est gênant, c'est que si cette fois-ci je m'intéresse à la composition, par exemple, en aluminium de la Terre, si je représente l'aluminium contre le magnésium, par exemple, eh bien ma Terre est ici. Et les chondrites sont là. Et les chondrites à enstatite, ce sont les plus éloignés chimiquement. Donc elles sont très proches en termes isotopiques, en termes d'empreinte digitale, mais en termes de chimie globale, c'est les pires. C'est le plus mauvais modèle. Et ça, ici, ce que vous avez là, c'est une des plus belles controverses scientifiques de la cosmochimie qui a agité la communauté, qui continue d'agiter la communauté depuis une vingtaine d'années, entre les tenants d'une approche isotopique de la question et les tenants de l'approche plutôt géologique, chimique, minéralogique de la question.
Et c'est un débat scientifique qui peut être extrêmement violent, auquel des grands savants de notre siècle ont participé. Je peux parler de Goldschmidt, dès les années 20 déjà, cette notion de composition chondritique, c'est Goldschmidt qui l'a porté. Et puis plus récemment, Claude Allègre, dans les années 80, a porté ce débat sur la place française avec toute sa vigueur et sa persuasion. Alors il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes parce que si je veux être un tout petit peu plus précis ou un tout petit peu plus honnête sur les signatures isotopiques, eh bien voilà ce que j'observe. Alors ici c'est le ruthénium, donc un élément très confidentiel, très peu connu ou très peu abondant. Et vous avez cette composition chimique en fonction donc, de la Terre, qui est toujours ici, et des autres classes de météorites qui nous intéressent, donc ici les enstatites, les chondrites ordinaires et les chondrites carbonés. Et vous avez cette fois-ci une représentation en fonction de la distance supposée de formation de ces objets par rapport au Soleil. Donc vous avez la Terre à 1 unité astronomique, les enstatites à 1, 1,5, les ordinaires à 2, et puis les chondrites carbonés beaucoup plus lointaines. Et ce que vous observez, c'est que en fait, c'est impossible de faire la Terre. La Terre, elle est au-dessus de tous. Donc si je mélangeais un petit peu d'enstatite avec un peu de carboné, avec un peu d'ordinaire, au final, on n'arriverait jamais à retomber sur la Terre. Ça veut dire que soit il nous manque quelque chose de ce côté-là, soit la Terre n'est pas vraiment constituée de chondrites. Ça, c'est un résultat de janvier. C'est tout récent. Il faut que la communauté l'intègre et comprenne ce que ça veut dire. Mais là, on a un vrai problème. Dans le détail, aucun mélange de chondrites connu ne peut décrire actuellement la signature de la Terre. Et ce n'est pas un petit problème, ça. Parce que ces toutes petites variations en ruthénium, en calcium, en titane, elles ont des implications extrêmement importantes. Alors, un exemple d'application importante, c'est l'origine des océans, l'origine de l'eau sur Terre, qui est, comme vous le savez, essentielle au développement de la vie. Jusqu'à présent, on a considéré que l'eau, en tout cas une bonne partie des scientifiques considéraient que l'eau avait été délivrée sur Terre relativement tardivement, pour une raison toute simple, c'est que si on imagine les premiers instants de la Terre, si on imagine que la Terre est fondue de manière à former un noyau d'un côté et puis une croûte rocheuse de l'autre, eh bien on est forcément très chaud. Et si on est très chaud, l'eau s'évapore. Et donc dans la zone d'accrétion, de formation de la Terre, on est dans des zones très chaudes et il y a peu de chances, ou en tout cas on n'imaginait pas, que l'on pouvait garder de l'eau à ce moment-là. Ce qui a poussé les scientifiques à proposer une arrivée extrêmement tardive de l'eau. À la toute fin de la formation de notre planète, quelque chose, un corps, a apporté de l'eau. Ce corps, ça pouvait être ce qu'on appelle les chondrites carbonées, qui sont extrêmement riches en espèces volatiles, ou alors, ça peut être les comètes. Et donc ça, c'est une controverse qui a été extrêmement intéressante entre, cette fois-ci, notre communauté, la communauté qui étudie les météorites d'une part, et puis les astronomes qui vont avoir tendance à aller mesurer les empreintes digitales des comètes et à essayer de voir un peu plus loin que simplement nos échantillons que nous avons dans les laboratoires, et essayer d'identifier encore une fois le porteur de l'eau, l'origine de l'eau, le corps extraterrestre qui a apporté l'eau sur Terre de manière tardive. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser aux isotopes de l'hydrogène, c'est notre empreinte digitale, donc la signature D sur H. Vous avez ici la signature de la Terre, vous avez ici la signature du Soleil, vous voyez qu'elle est extrêmement différente. Et puis, associé à cela, vous avez les chondrites, encore une fois, qui représentent une certaine variabilité, et cette variabilité, on ne la comprend pas bien. Et c'est pour cela qu'il a été vite assez tentant de regarder un petit peu les signatures des comètes. Alors, je ne vais pas empiéter trop sur ce qui vous sera présenté demain, mais on a quand même pu mesurer des signatures isotopiques des comètes pour savoir si les comètes avaient participé à l'apport de l'eau sur la planète Terre. Et voilà les résultats, avec la comète de Halley en particulier. Toutes ces signatures sont extrêmement différentes de celles de la Terre. Et donc, voilà, là c'était un petit peu, l'idée était un peu réglée. Pendant une décennie environ, clairement, l'eau venait probablement d'une zone interne
Et peut-être que les porteurs étaient des chondrites. Et puis finalement, une autre famille de comètes, les comètes de la famille de Jupiter, ont été mesurées en 2010-2011. Et ça, ce sont les résultats qui sont tombés. Et ça a été absolument un choc aussi pour la communauté, puisque cette fois-ci, c'était la première fois qu'on faisait des mesures qui montraient que certaines comètes qui transitent autour de Jupiter, et la ceinture d'astéroïdes, avaient une signature très proche de celle de la Terre. Donc cette fois-ci, c'était l'autre camp, si je veux essayer de faire une dichotomie entre les météorites et les astronomes, c'était l'autre camp qui semblait avoir un avantage déterminant, un argument massu, sauf que Rosetta est arrivé par-dessus. Et Rosetta a mesuré très précisément la composition isotopique de la glace d'eau sur Tchouri. Et Tchouri est une des comètes de la famille de Jupiter. Et la composition est la plus éloignée de toutes celles qu'on a mesurées jusqu'à présent de la signature de la Terre. Donc finalement, à l'heure actuelle, on a tendance à se recentrer sur une origine de l'eau terrestre associée à l'accrétion de ces chondrites, à l'agglomération de ces chondrites. Donc la question maintenant, c'est d'où vient cette irradiation, d'où vient cette variabilité. Cette variabilité, et si encore une fois on est obligé d'exclure les chondrites carbonés comme source principale de matériel ayant permis de former la Terre, eh bien on est obligé cette fois-ci d'aller faire des expériences, d'aller envisager tout un tas de processus astrophysiques un peu complexes qui vont nous permettre d'expliquer cette variabilité et de pouvoir dire finalement en fait notre empreinte digitale de l'eau des chondrites, elle est peut-être très proche de celle de la Terre et que la variabilité qu'on voit ici, c'est simplement un effet par exemple de l'irradiation solaire, puisque le Soleil était extrêmement vigoureux et l'irradiation, on sait que ça peut éventuellement modifier un peu les signatures génétiques de ces objets. Et donc c'est là que les connaissances scientifiques s'arrêtent. Nous sommes ici vraiment à la bordure entre la science telle qu'elle se fait aujourd'hui, telle qu'elle se discute dans les laboratoires, et la suite. Que faire maintenant pour essayer d'aller un peu plus loin, pour essayer de mieux comprendre de quoi est formée la Terre et en quoi est-ce qu'on peut essayer de faire un parallèle entre la Terre et les météorites que nous échantillonnons et que nous étudions dans nos laboratoires. Alors quelques mots sur les directions actuelles de la recherche, les pistes que nous avons pour essayer de sortir de cette ornière, de cette dichotomie un peu frustrante pour tout le monde, où on a d'un côté une signature isotopique qui pointe du doigt une classe de météorites bien particulière, et puis des compositions chimiques qui semblent complètement incompatibles avec ce candidat. Eh bien, les pistes actuelles de la recherche s'orientent sur la compréhension un peu plus fine de ce qu'il se passe lorsque la Terre est très chaude, lorsque le manteau terrestre est fondu et qu'on a ce que l'on appelle un océan magmatique. Dans cet océan magmatique vont se dérouler énormément de redistribution des éléments chimiques en fonction de leurs propriétés physiques. Et cette redistribution va se faire en fonction de leur volatilité. Les éléments sont-ils volatiles ou réfractaires? Donc on reprend cette dichotomie dont j'avais parlé tout à l'heure entre les éléments qui vont s'évaporer et puis les éléments qui vont tenir à très haute température. Et puis on a des éléments qui sont sidérophiles, donc qui vont avoir tendance à vouloir s'amalgamer, s'allier avec la phase métallique, et puis les lithophiles qui, eux, vont se trouver très confortables dans la partie rocheuse des planètes. Et donc pour étudier ces comportements, eh bien, nous avons accès à des expériences. Et là, on atteint un autre type, on aborde un autre type de recherche qui se fait aussi en partie au muséum, qui nécessite soit des grands instruments, c'est le cas ici par exemple d'une presse, qui nous permet de reconstituer les conditions régnant dans le manteau terrestre. C'est des presses de plusieurs milliers de tonnes. Et de cette manière, on peut atteindre des pressions et des températures proches de ce qui se passe dans le manteau terrestre. Si maintenant je veux vraiment aller jusqu'au noyau, c'est-à-dire des centaines de gigapascales, bien cette fois-ci, je vais arrêter de considérer cette presse et je vais paradoxalement aller vers des choses beaucoup plus petites. C'est ce qu'on appelle des cellules en enclume de diamant. Ça tient dans une main. On atteint la pression du noyau terrestre avec une clé Allen.
Et en fait, cet objet est intéressant et assez malin puisqu'il utilise les propriétés du diamant. Le diamant, c'est le minéral, le matériau le plus dur qu'on connaisse. D'accord ? Et si on est donc capable de tailler un diamant de manière en biseau extrêmement pointu, eh bien, la pression qui est atteinte si on met 2 diamants tête-bêche est absolument colossale et peut atteindre les conditions de pression qui règnent à l'intérieur de notre planète, voire même à l'intérieur de certaines exoplanètes. Et ce qui est bien aussi avec le diamant, c'est que le diamant est transparent, ce qui fait qu'on peut faire passer un faisceau laser à travers le diamant et chauffer jusqu'à 5000 degrés Celsius sans aucun problème l'échantillon. Et ce que vous voyez ici, c'est le résultat d'une expérience. Ça ressemble quand même beaucoup à une mini-planète. L'échelle, là, est d'un 10e de millimètre, mais vous avez un noyau métallique au centre qui vous apparaît blanc, et puis un manteau silicaté qui est ici. Et donc en étudiant extrêmement finement à travers des grands instruments nationaux, ici au Muséum, nous avons la fierté d'avoir cet instrument qu'on appelle le NanoSIMS et qui est capable de mesurer les compositions chimiques extrêmement précises sur des échantillons extrêmement petits. Et c'est un des rares instruments de cette famille disponible en service national pour le CNRS. Et donc ce type d'instrument, nous avons aussi le synchrotron à Grenoble, nous avons des spectromètres de masse absolument gigantesques que l'on utilise, qui se trouvent à Paris, certes, mais aussi à Lyon, à Toulouse. Et donc on a un véritable réseau de sciences, de grands instruments qui nous permettent d'analyser les échantillons dont je viens de parler. Et le tout dernier point de cet aspect, alors là, cette fois-ci, je vous disais qu'on était en janvier 2017, cette fois-ci, on est fin septembre 2017, donc c'est vraiment très, très récent. Et c'est des découvertes qui sont suffisamment importantes, finalement, pour que le célèbre journal Nature fasse sa couverture dessus. Cette fois-ci, une partie de la communauté s'intéresse à la vaporisation. Que s'est-il passé lorsque la planète, que ce soit la Lune ou la Terre, était extrêmement chaude? Est-ce qu'il est possible que finalement la composition chimique de la Terre ne soit pas celle d'une condenstatite simplement parce qu'on a perdu des éléments, simplement parce que la Terre étant trop chaude, une vapeur s'est dégagée et a été perdue ailleurs dans le système solaire. Et donc ça, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est vraiment, là encore une fois, il va falloir qu'on digère un petit peu ces informations, que des expériences, des mesures soient effectuées pour vérifier si ces théories sont valides. Mais voilà les pistes actuelles pour essayer de résoudre et de trouver enfin une recette. Et puis peut-être, pour finir finalement, de quoi vous ai-je parlé aujourd'hui? Je vous ai parlé un tout petit peu de Mars, beaucoup de la Terre, énormément de la ceinture d'astéroïdes, mais Vénus, Mercure, on n'a pas parlé du tout. Et finalement, je vous disais, on ne peut pas faire la Terre à partir des objets, des chondrites en statite ou de ce qui se trouve en ce moment dans la ceinture d'astéroïdes, mais peut-être qu'en fait, c'est parce qu'il nous manque des échantillons. Peut-être qu'en fait, dans cette zone proche du Soleil, il y avait des matières, des matériaux qui sont les complémentaires, qui sont les briques qui nous manquent pour vraiment comprendre la formation de la Terre. Et un dernier point, c'est que cette ceinture d'astéroïdes qui est si intéressante et si importante, finalement, elle ne représente en termes de masse qu'un petit millième de la masse de la Terre. Et de ce petit millième de la masse de la Terre, on échantillonne quelques météorites. Donc peut-être qu'on a un biais d'échantillonnage. Peut-être qu'au-delà des échantillons, de toutes les expériences qu'on peut faire en laboratoire et que je vous ai exposées, peut-être que ce qu'il faudrait déjà, c'est retourner dans les collections, réanalyser, regarder de nouveau les échantillons qui parfois ne sont pas analysés de manière systématique, et peut-être essayer de trouver notre chaînon manquant dans les planètes internes, plutôt que de regarder systématiquement dans la partie externe de la zone pierreuse, donc de la zone de formation des planètes telluriques. Voilà, je vais m'arrêter ici, et je vous remercie. Sauter.
Merci beaucoup, Monsieur Roscoff, Mathieu Roscoff. Sachez qu'à partir de janvier, à l'auditorium de la Grande Galerie, les lundis soirs, un cycle de conférences sera organisé sur les roches terrestres, un jeu de miroir entre les météorites et les roches terrestres. Et Mathieu Roscoff interviendra à nouveau pour nous expliquer le lien entre les roches terrestres et les météorites. Mais pour aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, d'accord, j'arrive. Merci. Bonjour, merci pour votre exposé. Vous avez parlé au début de cycle interstellaire de la matière. Oui. Je n'ai pas entendu de précision sur les durées, sur le temps. Est-ce que ça a un sens déjà de parler de durée? Est-ce qu'il y a des durées? Alors c'est une bonne question, et si je ne l'ai pas fait, c'était à dessein. La durée d'un cycle va dépendre en partie de la durée de vie de l'étoile centrale. Et donc en fonction de sa masse et de sa position sur la séquence, on peut avoir des durées relativement longues. Nous on sait que notre système solaire c'est 9 milliards. Donc entre l'effondrement du nuage dense et puis la vaporisation totale du système planétaire, c'est 9 milliards, on est à mi-chemin. On peut être beaucoup plus court, donc je dirais qu'on a une échelle de temps de l'ordre du milliard d'années peut-être, mais j'aime pas trop parler de ces échelles de temps parce que ça dépend énormément de la nature de l'étoile centrale. Merci. Vous avez une question ici. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, vous avez montré un moment un schéma de la Terre avec les couches, tout ça, avec le noyau, et vous avez dit que le noyau avait 2 couches. Oui. Mais comment vous avez su ces choses? Alors, c'est une excellente question. Parce que comme vous avez dit, comme on ne peut pas aller au plus profond de la Terre parce qu'il fait trop chaud, Oui. Comment vous avez su qu'il y avait 2 couches au noyau? Alors, en fait, ça c'est un apport important de la sismologie. En sismologie, on étudie 2 types de propagation d'ondes. Les ondes de cisaillement, c'est ce qui se passe lorsque on va frotter des feuilles de papier les unes contre les autres. Et puis les ondes de compression. Lorsqu'on est dans un solide, on va avoir les deux, cisaillement et compression. Lorsqu'on est dans un liquide, on ne cisaille plus. On a uniquement la compression. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'une partie du noyau était fondue parce que certaines ondes disparaissaient, c'est-à-dire qu'entre un foyer sismique et puis les détecteurs, sur certaines positions du globe, on voyait un train d'ondes, donc une propagation d'ondes parfaitement normale, et puis sur certaines distances, pour certaines géométries, cette onde disparaissait. Et la seule explication pour expliquer ça, c'est que cette onde traversait à un moment, en fonction de la géométrie, encore une fois, entre la zone d'émission du séisme et puis la zone d'enregistrement du signal, traversait une couche liquide. C'est comme ça qu'on a su qu'il y avait une partie liquide et une partie solide. Ensuite, les expériences dont j'ai parlé en cellules en clume de diamant nous ont permis, connaissant à peu près les gammes de température et de pression, de montrer que dans les pressions et températures qui règnent en partie à la surface du noyau, on était dans une gamme de pression où le fer doit être liquide, alors que plus profond, le fer est solide. Merci. Vous avez une question de ce côté-là? Monsieur le professeur, je voudrais vous poser une question un peu épistémologique, mais très simple. J'ai observé que la plupart de votre raisonnement tenait compte pour les processus physico-chimiques de la chaleur. Or, je voudrais faire le contraire, vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il en est des grands froids dans les processus physico-chimiques de création physique. Oui, les grands froids. Parce que, bien sûr, on pense tous au Soleil, qui est une masse énorme, très chaude, mais qu'en est-il des grands froids dans ces processus? Merci. Dans la fabrication de ces processus. Donc là, vous parlez des planètes gazeuses, Neptune. Alors déjà, ces planètes sont de nature assez différente, puisqu'elles sont justement au-delà de la ligne de glace. Et donc elles sont constituées essentiellement de glace et de fluide, et éventuellement d'un petit noyau qui peut être rocheux, mais ça on n'en est pas complètement certain. À partir de là, vous avez raison, j'ai beaucoup insisté sur la chaleur. J'ai aussi sur la fin un petit peu évoqué le rôle de la pression. Et donc comme vous le savez peut-être, par exemple si je regarde l'eau,
Il est possible d'avoir de l'eau liquide à des températures bien supérieures à 100 degrés, comme il est possible d'avoir de l'eau solide à des températures aussi bien supérieures à 0 degré. Et donc c'est la même chose sur ces corps planétaires, c'est-à-dire que c'est des corps qui sont extrêmement massifs, et donc on peut avoir des phénomènes de différenciation planétaire, mais cette fois-ci on ne va pas différencier du métal du silicate, mais on va peut-être différencier du méthane de l'eau, par exemple. Et donc, a priori, toutes ces planètes sont des planètes aussi différenciées, structurées de la même manière, mais pour des raisons un peu différentes, qui sont essentiellement liées à des effets de pression, cette fois-ci, et de stabilité des espèces volatiles qui la constituent. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Pourquoi il y a eu du feu sur la Terre? Je ne t'ai pas Pourquoi entendu. il y a eu du feu sur la Terre? Pourquoi il y a eu du feu sur la Terre? Pourquoi est-ce que la Terre a été chaude? Alors, la Terre a été chaude déjà, elle est toujours chaude. Hein, le cœur de la Terre est toujours à des températures de plusieurs milliers de degrés. Et une manifestation de cette chaleur, c'est les volcans, hein, qui émettent encore des laves à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de degrés. Donc l'intérieur de la Terre est chaud. La Terre se refroidit continuellement. Et alors pourquoi est-ce qu'elle est chaude? Elle est chaude pour différentes raisons. D'abord, encore une fois, parce qu'elle contient des éléments radioactifs, en particulier dans le noyau, il y a on pense qu'il y a dans le noyau une concentration relativement importante d'éléments radioactifs. Et que ces éléments radioactifs, en émettant leur radiation, en se transformant, comme dans une centrale nucléaire, émettent de la chaleur. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Terre, à la fin de sa formation, elle a subi d'énormes collisions. Et ces collisions, elles apportent une quantité d'énergie, une quantité de chaleur extrêmement importante. Donc quand tu as deux petites planètes qui se choquent, qui se rentrent l'une dans l'autre, eh bien, ce choc produit de la chaleur. Et cette chaleur est stockée dans le corps parce qu'elle ne peut pas s'en aller si facilement que ça. Il n'y a pas de gaz, elle ne peut pas partir si facilement. Et donc, il y a une grosse partie de la chaleur qui est une chaleur qu'on dit d'origine collisionnelle, donc qui a été produite par ces gros chocs. Le dernier ayant formé la Lune. La Lune a été formée à la suite d'un énorme choc entre une planète qui avait probablement une taille assez proche de celle de Mars et une Terre qui n'était pas encore tout à fait notre Terre. Donc c'est des chocs extrêmement violents qui libèrent beaucoup de chaleur. Merci. Oui, j'arrive. Est-ce que savez-vous si sur l'ISS, il y a des expériences qui sont faites en apesanteur, en complément avec celles qui sont réalisées sur Terre? Pas à ma connaissance, en tout cas pas dans ce domaine. Il y a eu quelques essais d'expériences qui ont été faites sur des vols paraboliques. Mais là, le problème qui s'est posé, c'est que les temps de relative apesanteur sont extrêmement courts, donc on ne voit pas grand-chose. Par contre, maintenant, il y a des développements expérimentaux assez intéressants qui font qu'on est capable de faire de la lévitation. Alors, il y a un gaz, certain, soit c'est un gaz, soit c'est de l'induction, si on a un matériau qui répond bien à l'induction. Mais on est capable, justement, d'étudier un peu la formation de ces gouttelettes, de ces cônes en particulier. Voilà. Il existe aussi des presses, donc vous avez vu les énormes presses que je vais vous présenter de plusieurs milliers de tonnes. Par exemple, à l'ETH à Zurich, ils en ont monté une sur des pales d'hélicoptère, et donc on a une centrifugeuse, donc ça tourne à la vitesse d'une centrifugeuse, sauf que c'est une presse de plusieurs tonnes qui permet d'atteindre des... Donc là, c'est un peu différent, mais enfin, on peut jouer effectivement sur cette gravité expérimentalement. Mais à ma connaissance, il n'y a rien sur l'ISS en ce moment qui a trait à la planétologie. C'est beaucoup de la bio et de la physiologie. Bien, merci. Merci.
Sur une des diapos que vous avez montées, où il y a un morceau de péridotite là, bon, issu du manteau, je suppose, ça m'inspire la question suivante. Jusqu'où est-ce qu'on va actuellement dans l'intérieur du manteau pour avoir une idée vraiment matérielle de ce qui se passe? Et puis le complément de la question, on parle peu de la croûte, là on parle beaucoup du noyau, on parle peu de la croûte. Est-ce que c'est parce que la croûte est trop exposée, si j'ose dire, aux intempéries cosmiques qu'elle ne serait pas représentative? Voilà, alors là, pour ce qui est de la croûte, c'est économiquement ce qui est le plus important. Hein, c'est dans la croûte que s'individualisent tous les gisements, toutes les ressources. C'est aussi c'est sur la croûte qu'on vit, c'est sur la croûte qu'on subit des séismes, etc. Par contre, en termes de bilan de masse, la croûte est complètement négligeable. Donc on connaît la composition de la croûte, c'est peut-être ce qu'on connaît le mieux. Elle est assez variable parce que justement, il y a des processus géologiques locaux qui permettent d'avoir toute cette diversité minérale qui porte à plus de 6000 espèces le règne minéral. Pour autant, en termes de bilan de masse, c'est assez anecdotique. Tout comme le Soleil représente l'essentiel de la masse du système solaire, ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger la composition de Mars ou de la Terre, mais c'est assez faible. Après, sur la connaissance précise du manteau, j'ai essayé de donner un tout petit aperçu des différentes controverses qui agitent la cosmochimie. Il faut imaginer qu'on a à peu près la même chose pour les géologues qui étudient le manteau. Jusqu'il y a peut-être une dizaine d'années, on imaginait qu'il y avait deux types de péridotites, les erzolites et les ardurgites, merci. Et on imaginait qu'il y en avait une qui était plutôt appauvrie et une plutôt primitive. En fait, les choses ont l'air d'être beaucoup plus compliquées puisque les indices ou les indicateurs de primitivité sont aussi des indicateurs de refertilisation, c'est-à-dire on imagine qu'on peut avoir des péridotites qui ont subi de la fusion partielle, parce que c'est à partir de ces péridotites quand même, de ce manteau supérieur que l'on forme les magmas. Et donc quand on extrait une lave, forcément on change la composition de la source. Et donc, donc toute la question est de savoir si on a des échantillons de xénolithes, de péridotites qui sont réellement primitifs, donc qui n'ont pas vu de fusion partielle importante ou qui ont au moins vu une fusion partielle que l'on peut reconstituer et que l'on peut corriger. Du coup. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si clair et qui a beaucoup changé encore ces 10 dernières années sur ces notions de refertilisation. Merci. Il y a d'autres questions. Vous avez parlé de l'instrument NanoSIMS qui est au muséum en service national au CNRS. Donc je suppose que c'est une plateforme nationale qui est accessible aux membres du CNRS. Entre autres. Alors comme vous êtes professeur des universités, je voudrais savoir comment vous avez accès à cet instrument. Alors d'abord, là, donc, c'est une question qui concerne peut-être plus le fonctionnement de la recherche française. Généralement, quand un instrument est plateforme nationale CNRS, elle est aussi ouverte aux universitaires. Et l'autre raison pour laquelle j'ai un accès privilégié à la NanoSIMS, c'est que c'est notre NanoSIMS. C'est la NanoSIMS du muséum qui a été achetée par le muséum avec des fonds du muséum et auquel le CNRS et pour lequel le CNRS nous aide à assurer l'entretien et les jouvences éventuelles. Et dans le cadre de cette contribution à l'entretien de la machine, l'accès est donné à l'ensemble de la communauté nationale, et qu'elle soit encore une fois universitaire ou CNRS. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Alors vous êtes... vous avez perdu de vue. Merci. Je voulais savoir, monsieur, je vais peut-être poser une question idiote, mais... Il n'y a pas de question idiote. Non, merci. Mais c'était...
est-ce que les essais nucléaires souterrains pourraient apporter, s'ils sont au niveau de la couche ou du manteau, de la première couche rocheuse ou du manteau, je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent apporter certains renseignements ou au contraire fausser les renseignements à propos de la signature isotopique de certains éléments? Alors très localement, oui. Très localement, oui. Typiquement, si on va mesurer les isotopes de l'hydrogène autour de Fukushima, il y a des chances qu'on ait une signature en tritium qui soit assez violente. Dans les zones dans le Sahara, où les Français ont fait leurs essais nucléaires, on a encore une contamination qui est décelable à l'échelle de l'analyse extrêmement précise. Maintenant, au niveau global, c'est quand même quelque chose qui est très anecdotique. D'abord parce que même les essais en profondeur, on pourrait imaginer Mururoa, on reste crustal. On est quand même dans la croûte, on n'est pas à des profondeurs très importantes. Donc encore une fois, on ne va pas vraiment modifier les signatures mantéliques. Mais on peut localement modifier un petit peu. Ensuite, la radioactivité et ce dont vous parlez, ça n'agit pas vraiment, voire pas du tout, sur les signatures des isotopes stables. Parce que ce dont vous parlez, c'est en gros une logique de déchets nucléaires. On pourrait parler de la même chose sur la Hague, et tout ce qui est site de stockage des déchets nucléaires, qui évidemment, s'il y a une diffusion dans l'environnement, peuvent modifier les signatures isotopiques autour de ces zones. Mais ça reste très local. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou ça? Ah. Oui. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des fin sections qui sont données, prêtées aux chercheurs. Je voulais savoir si au muséum, il y a aussi donc des sections minces qui peuvent être empruntées pour les étudier, pour être étudiées. De météorites, bien sûr, météorites carbonées, carbonaceous conduit. Ça dépend, on pourra en discuter entre nous. Ça dépend dans quel contexte. Dans un contexte purement académique, oui. Mon collègue Emmanuel Jacquet, Mathieu Gounel et moi-même, nous sommes les conservateurs de la collection. Et dans cette collection, il y a certes les roches, certaines roches qui sont exposées, certaines grosses sections. Et il y a aussi une collection assez importante de lames minces ou de lames épaisses qui sont effectivement à la disposition de la communauté, encore une fois. Alors après, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez la recouvrir de platine ou d'or pour faire certaines expériences, il y a des chances qu'on ne soit pas complètement d'accord et qu'on vous propose de ne pas le faire. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question pour Monsieur Mathieu Roscos? Non. Ah. Bonjour. Pouvez-vous me préciser quelles sont vos conclusions en ce qui concerne la présence de l'eau sur Terre? Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris. Non. Je pense, mais je peux me tromper, je pense que l'eau sur Terre a été apportée tout au long de l'accrétion, parce qu'en fait, dans toutes les chondrites et tous les matériaux chondritiques que l'on analyse, il y a de l'eau. Il y a aussi de la matière organique qui contient de l'hydrogène et de l'oxygène. Et donc je pense qu'elle a été apportée tout au long de l'histoire de la formation de la planète et pas tardivement par ce qu'on appelle un bombardement tardif ou un vernis tardif de corps glacés. C'est mon opinion qui est basée sur le fait que je suis accessoirement aussi physicien spécialisé sur tout ce qui est liquide magmatique, donc les laves, les magmas,
Et que, en fait, même à très haute température, si on regarde, si on va chercher un magma à la sortie d'un volcan ou une lave à la sortie d'un volcan, on va trouver de l'eau. Hein. On peut très bien stabiliser de l'eau dans la structure chimique des magmas. Et donc, ce n'est pas parce que la planète est spécialement chaude que nécessairement l'eau va s'évaporer et disparaître complètement. On a des masses mises en jeu énormes et des pressions aussi extrêmement importantes. Et comme je disais tout à l'heure, il est tout à fait possible de stabiliser de l'eau à très haute pression. Et donc, je trouve l'argument de la température ou de la zone de formation de la planète assez faible. Et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas apporter de l'eau au fur et à mesure que l'on fabrique le corps planétaire qui va devenir la Terre. C'est mon point de vue et je suis sûr que je pourrais trouver assez facilement des collègues qui ne seraient pas d'accord avec moi. Est-ce que sur cette question, vous avez des essais ou des expérimentations prévues à Grenoble ou ailleurs? Sur l'origine de l'eau? Oui. Alors récemment, on a beaucoup travaillé donc, plutôt sur la manière dont on peut altérer la signature isotopique, donc cette empreinte digitale de l'eau. Et donc pour cela, on a fait plusieurs types d'expériences. On a fait évaporer de l'eau, justement, dont je parlais, évaporer de l'eau des magmas, et puis soumis différents types de matériaux, des verres, des minéraux, mais aussi de la matière organique, à différents types d'irradiation, des ultraviolets, des rayonnements alpha, des rayonnements électroniques, pour simuler l'effet d'un vent solaire, donc l'irradiation du soleil, et pour voir si oui ou non il était possible de modifier cette signature. Et donc ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que oui, il est possible de la modifier, il est possible de la modifier beaucoup, et qu'il est possible de reproduire au moins en partie la variabilité qu'on a. Et donc on peut très bien imaginer que cette eau, initialement, elle est très proche de celle de la Terre, l'eau d'Orgueil par exemple, encore elle, la signature isotopique de l'eau d'Orgueil est très très proche de celle de la Terre. Donc on pourrait imaginer qu'on a une composition globale de l'eau, ou plutôt de l'hydrogène, pour être tout à fait rigoureux, de l'hydrogène de cette partie du système solaire qui soit très proche de celle de la Terre, et que les variations qu'on observe dans les météorites soient des variations plutôt secondaires associées à ces effets d'irradiation assez intenses que ces matériaux finement divisés, ces poussières ont subi pendant leur vie avant d'être accrétés dans les météorites. Donc ça, c'est le type de projet qu'on a avec des collaborateurs, effectivement, plutôt à Soleil plus qu'à Grenoble. Donc Soleil, c'est l'autre synchrotron français, celui-ci. Le SRF, c'est européen. Soleil qui est à Saclay. Donc c'est plutôt sur ces lignes-là qu'on travaille, sur des lignes d'astrophysique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Merci pour votre exposé, très précis et très bien argumenté. Justement, pour continuer sur le problème de l'eau, est-ce que vous avez une estimation de la proportion d'eau qui se trouve dans le manteau par rapport à celle que l'on trouve sur la côte terrestre? C'est au moins un océan, ça va entre 1 et 3 océans qui sont l'équivalent de l'eau à la surface, 1 à 3 fois l'équivalent de l'eau présente à la surface qui se trouve encore dans le manteau terrestre. Les estimations varient un petit peu en fonction des bilans de masse qui sont faits, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Merci. Entre 1 et 3 océans qui sont sous nos pieds dans le manteau. Donc on a au moins autant d'eau dans le manteau qu'il y en a à la surface de la Terre, et ça va de 1 à 3, les proportions. Donc, alors excusez-moi, je vais aller plus loin. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de pénurie d'eau sur la Terre, alors? Pardon? Il n'y aura jamais de pénurie d'eau sûre, puisqu'on peut aller en profondeur pour la piquer. Alors tout ça, c'est l'éternelle question du gisement. De l'or, il y en a plein partout. Le problème, c'est que de l'or qui est exploitable industriellement, il n'y en a que dans certains endroits. Donc de l'eau, il y en a partout, mais pour aller la chercher, il va falloir se donner un peu de mal. Donc ne gaspillez pas l'eau. Oui, ça va être la dernière. Parce que le manteau représente un volume énorme. Pardon. J'ai cru lire sur Internet, à un moment, en faisant des recherches sur l'arrivée de l'eau sur Terre, que c'était les gaz présents sur Terre qui s'étaient liquéfiés, qui étaient devenus de l'eau, en fait. Et je voulais savoir si c'était une théorie que c'était plausible.
J'ai pas entendu. Les gaz présents sur Terre qui étaient devenus de l'eau, en fait. Alors effectivement, ça c'est... Je dirais que c'est une légère maladresse dans la manière de présenter les choses. C'est qu'effectivement, du point de vue des scientifiques qui travaillent sur l'intérieur de la Terre et qui mesurent la présence d'eau dans le manteau terrestre et qui expliquent par exemple qu'on peut avoir 1 à 3 océans, l'équivalent de 1 à 3 océans présents dans le manteau. Dans ce cas-là, eux, ce qu'ils vont avoir tendance à expliquer, c'est que finalement, l'eau qui est présente en surface des océans, c'est de l'eau qui était présente dans l'intérieur de la Terre et qui est sortie au fur et à mesure. D'accord ? Donc, bon, ça, c'est totalement valide et c'est même très probable. Mais ça ne nous dit quand même pas où était l'eau au moment où on a formé la Terre. Est-ce qu'elle a été apportée? Et encore une fois, l'idée du bombardement tardif, donc l'idée d'une contribution de chondrites très très riches en volatiles ou même de comètes, c'est un argument qui, on apporte de l'eau, mais il ne faut pas imaginer que l'idée c'est qu'avant on avait une surface désespérément sèche et que d'un seul coup un gros glaçon vient, fond et remplit les vallées. Hein. On n'est pas du tout dans cette logique-là, on est dans un apport tardif mais qui va se mélanger, se recycler avec l'intégralité de la matière qui forme la Terre. Donc voilà, il y a juste un petit biais dans la présentation. Mais oui, effectivement, l'eau peut provenir de l'intérieur de la Terre. Merci. Excusez-moi, madame, ça, partagez. C'est une question d'environnement. On manquera peut-être d'eau potable si, à force de salir les nappes phréatiques. Maintenant, est-ce qu'on manquera d'eau? L'eau, on ne la perd pas. L'eau, elle se déplace, on peut avoir des zones qui deviennent plus ou moins arides, mais l'eau, elle est toujours présente. Est-ce qu'elle sera buvable? Est-ce qu'il faudra trouver des moyens de dessaler l'eau pour avoir accès plus facilement à l'eau des océans? Ça, c'est une autre question. Mais on ne perd pas d'eau et on n'en stocke pas, on n'a pas tendance à en stocker plus maintenant qu'avant dans le manteau. La logique, en refroidissant, on est plutôt dans une logique de faire sortir un peu de l'eau du manteau. En termes de bilan de masse, il est plutôt équilibré, mais s'il y a un déséquilibre, on est plutôt en train de le faire sortir. Attendez, excusez-moi madame, c'est enregistré, donc si vous voulez, je vous passe le micro, comme ça vous pouvez partager votre question avec l'ensemble. Est-ce que l'être humain peut s'adapter comme le poisson à consommer de l'eau salée? Je poserai la question à mes amis biologistes du muséum. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la formation de la Terre? Merci beaucoup, Mathieu Roscoe.